Pour mettre en place un dialogue structuré jeunesse en Bretagne, l'enjeu principal est de mettre tous les acteurs de jeunesse autour de la table. Mais qui sont les acteurs de jeunesse aujourd'hui? Je suis éducatrice de rue à la prévention spécialisée. Animatrice dans un accueil communal. Je suis conseiller en insertion pro en mission locale. Monitrice éducatrice dans un centre social. Animatrice en résidence jeunes travailleurs. Je suis éducatrice spécialisée dans un PAEJ. Je suis éducateur sportif dans un IME. Je suis conseiller principal d'éducation dans un lycée. La région Bretagne et ses partenaires du plan breton de mobilisation pour les jeunesses vous présentent les cafés coop jeunesse. Venez à la rencontre des acteurs jeunesse des territoires, une fois par mois, le vendredi, après la pause déjeuner. Bienvenue! Au rendez-vous, nous vous proposons d'aller à la rencontre d'un partenaire qui n'est pas forcément identifié comme un acteur jeunesse. Et pourtant, nous allons voir dans un instant la pertinence de mettre en lumière un maillon de la chaîne ô combien indispensable dans le parcours d'accompagnement des jeunes, puisque nous allons aujourd'hui parler de logement. Pour cela, nous avons sollicité Karine Guillou-Lafont, déléguée régionale de l'Urage-Bretagne, l'Union régionale pour l'habitat des jeunes, ainsi qu'Émilie Guiroy, responsable de la résidence Habitat Jeunes de Colibri, située à Rennes et membre du réseau des amitiés sociales. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Avant toute chose, on va commencer par l'Urage, vous, Karine Guillou-Lafont, préciser que les résidences Habitat Jeunes désignent ce que l'on connaît peut-être sous une autre appellation, les fameux foyers de jeunes travailleurs. Et est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure qui est l'Urage en Bretagne et quelles sont ses missions? Je ne suis pas sûre que ce soit très clair pour tout le monde. Donc, nous sommes une union régionale. Alors, les Urages existent dans chaque région et on a aussi une UNAGE à l'échelle nationale. Nos missions sont d'accompagner les projets de nos adhérents, les projets des territoires, de pouvoir aussi faciliter la montée en compétences des professionnels et des administrateurs de notre réseau, et puis de porter les projets de chacun des adhérents, les préoccupations, de partager ce que vivent les jeunes dans les résidences auprès des institutions, des collectivités territoriales, des partenaires qui peuvent aussi être des acteurs avec qui on travaille au quotidien. Donc voilà, notre rôle se situe à plusieurs niveaux. Et puis, on a ce rôle aussi de relais entre les échelles locales, ce qui se passe encore une fois au quotidien dans les résidences, et puis le niveau national, dans les deux sens, de manière aussi à pouvoir être acteur des politiques publiques en matière de logement, mais aussi en matière de jeunesse. Est-ce que peut-être nous donner quelques chiffres significatifs de nombre de foyers ou de jeunes? Donc, en Bretagne, nous comptons 20 adhérents, donc 17 associations, 2 CCAS et une fondation. Donc, ces 20 adhérents adhèrent volontairement au réseau et au projet Habitat Jeunes, sur lequel je vais revenir peut-être tout à l'heure. Ils ont une activité qui est d'accompagner les jeunes dans leur parcours de vie, on va dire assez globalement, et qui leur est propre. Et ils se retrouvent dans ce projet. Donc, la plupart portent alors ce qu'on appelait effectivement... après la Seconde Guerre mondiale, c'était les FJT. Aujourd'hui, on parle de façon plus large de résidences Habitat Jeunes. Donc, ce sont plus de 3600 logements en Bretagne qui sont gérés par ces 20 structures. On accueille et on accompagne donc plus de 8500 jeunes tous les ans, avec des jeunes qui sont logés et d'autres qu'on rencontre dans d'autres espaces, les services Habitat Jeunes ou les CLAGE. Donc voilà un petit peu en termes de chiffres. Et puis donc j'insistais sur ce lien qui réunit, c'est le projet Habitat Jeunes qui a une visée d'émancipation des jeunes, en tout cas d'accompagnement des jeunes vers leur émancipation. Donc au-delà de l'autonomie financière, c'est bien de faire en sorte de les accueillir, de les informer, de les orienter, voire de les accompagner dans leur parcours logement, mais dans leur parcours de vie. Donc, le projet Habitat Jeunes, c'est un projet qui s'appuie sur les valeurs et les principes, méthodes aussi de l'éducation populaire. Donc, on est membre du CRAGEP et du CNAGEP à l'échelle nationale. Et on mobilise notamment le principe de mixité et de collectif dans cette volonté de faire en sorte que les jeunes soient acteurs de leur propre vie et acteurs des territoires.
Donc une porte d'entrée logement qui en fait est un parcours global et toutes les portes d'entrée viennent s'égriffer. Tout à fait. On est là pour accompagner encore une fois les parcours de vie à partir de notre proposition, on va dire notre socle commun qui est de proposer un logement donc pour les 16-30 ans qui ont ce point commun d'avoir des revenus peu importants. On comprenne bien le contexte et les enjeux aujourd'hui par rapport au logement. Le contexte, on imagine un petit peu, est-ce que vous pouvez revenir sur les différents points dans une crise du logement qui est quand même significative, avec peut-être un public qui prend de plein fouet cette réalité? Donc, on accueille donc un public qui est de plus en plus précaire, par exemple, dans notre réseau. Alors, on a cette vocation à la fois éducation populaire mais aussi sociale. Hein, donc, forcément, on accueille une catégorie de jeunes qui a des revenus modérés, on va dire ça comme ça, mais on tend vers effectivement des revenus qui baissent de plus en plus et qui surtout sont de plus en plus fluctuants. Ce qui est très compliqué en termes d'accompagnement de construction d'un projet de vie, en fait, hein, et d'une avancée vers l'autonomie. On a morcelé, quoi. Oui, tout à fait, des parcours qui font un peu le yo-yo aussi, avec effectivement du coup des séjours en résidence habitat jeune, en FJT, qui sont de plus en plus longs. Alors, on pourrait dire, bah, c'est bien, du coup, ils sont remplis les FJT. Bah oui, sauf que c'est pas notre projet. Ouais. Notre projet, c'est bien de faire en sorte que les jeunes puissent aller vers le logement autonome et puis, encore une fois, ne plus avoir besoin des structures sociales, en fait, hein. En tout cas des structures qui sont les nôtres. Donc des temps de séjour qui s'allongent, des jeunes de plus en plus dans des revenus précaires avec certaines situations d'endettement. Hein. Et puis du coup, voilà, cette difficulté à construire un projet de vie et un parcours résidentiel qui soit fluide. Dans une complexité administrative. Ah bah forcément, oui. Oui. Il y a la difficulté à trouver un logement adapté à ses besoins et puis la difficulté à mobiliser les aides, les exécutifs, les interlocuteurs à pouvoir se sentir à l'aise sur les différentes plateformes hein, maintenant puisqu'ils rencontrent de moins en moins des personnes en chair et en os, sauf effectivement dans notre réseau et puis dans les territoires, il y a aussi quand même, heureusement encore, des acteurs jeunesse notamment qui sont là et avec lesquels on travaille en lien rapproché. Alors justement, acteur du logement, acteur jeunesse, en quoi l'ouvrage a bien toute sa place dans ce réseau d'acteurs jeunesse? Bien. Et pourquoi c'est important? Effectivement, on accueille et on loge des jeunes, donc on est les seuls acteurs qui partagent du quotidien avec les 16-30 ans. Et ce, sur toute la Bretagne. Hein, on n'a peut-être pas diffusé là, j'ai posé une petite carte aussi, c'est bon. La petite carte est passée. Voilà, après-guerre, c'était surtout, ça s'est développé surtout sur les grosses agglomérations. L'idée, c'était de pouvoir offrir un logement aux jeunes qui venaient de la campagne, pouvoir les accueillir à la ville pour travailler. Aujourd'hui, le réseau, il se déploie bien au-delà des grosses agglomérations et de la bordure littorale aussi en centre-Bretagne. Et là, je suis perdue. Donc le réseau, la pertinence que vous soyez identifié comme acteur jeunesse et votre plus-value, qu'est-ce que vous apportez justement sur donc, voilà, on accueille et on accompagne les jeunes dans leur quotidien. Ils sont là tous les jours, dans leur lieu de vie et du coup, ils sont là avec toutes leurs questions, avec toutes leurs problématiques, toutes leurs difficultés. Et alors, les professionnels dans notre réseau, on va dire le socle commun, c'est l'accompagnement dans les parcours résidentiels. Après, certains, en fonction de leurs appétences, de leur formation de base, de leur formation continue, vont être plus à l'aise ou en tout cas se former sur les questions de santé ou de culture ou de mobilité internationale. Mais voilà, on ne peut pas maîtriser à nous seuls dans les résidences toutes les ressources nécessaires pour accompagner les jeunes. Mais vous avez l'expertise. Du coup, vous les connaissez bien, vous les côtoyez. Voilà. Et on est en relation avec eux. Donc, on a nécessité, et je pense qu'Émilie le racontera mieux que moi, de tisser des liens forts avec les autres acteurs jeunesse du territoire pour éviter justement les ruptures dans les parcours et pour optimiser cet accompagnement.
Alors, la coopération pour vous ou le partenariat, parce qu'il y a un sujet, pourquoi est-ce qu'elle est essentielle? Elle est essentielle dans cet écosystème, et puis elle ne va pas forcément de soi. Peut-être qu'il faut faire en sorte de la provoquer. En tout cas, il faut la faciliter, il faut l'accompagner, il faut y dédier du temps, et que ce temps-là soit reconnu comme un temps important pour les professionnels et qu'il soit financé aussi. Voilà, c'est un temps, le temps avant d'en arriver à coopérer, il faut se rencontrer, il faut se connaître, il faut mettre à jour cette connaissance aussi parce que les dispositifs, programmes, projets, acteurs évoluent, les personnes bougent. Et créer une relation de confiance, ben voilà, il faut du temps. Et du coup, c'est à l'échelle régionale, nous, ce qu'on peut faciliter, c'est clarifier un petit peu cet intérêt partagé de réseau à mieux se connaître et puis d'inviter nos adhérents, nos membres à s'organiser et aller vers les autres. On peut faciliter ces rencontres-là en organisant des rencontres à l'échelle départementale ou régionale, et puis aller jusqu'à conventionner des liens. C'est ce qu'on a pu faire avec le réseau des PAEJ, par exemple. Et puis là, on est en réflexion avec le CRIJ Bretagne, Réseau Information Jeunesse, qui a été présenté au premier webinaire pour essayer aussi de faciliter et d'organiser les liens aux différentes échelles entre nos deux réseaux. Et coopération, partenariat, c'est hyper important aussi pour les professionnels qui sont sur le terrain, les équipes, les éducateurs, les encadrants, pour une reconnaissance de leur travail, pour ne pas se sentir en sentiment d'échec aussi dans quelque chose qui reste motivant, où il y a des solutions qui sont apportées parce qu'on est plusieurs finalement. C'est difficile quand on doit accompagner les jeunes dans leur parcours de vie au global d'avoir les réponses à tout. C'est même impossible. Et puis certains dans notre réseau ont besoin d'accompagnement qui peut aller jusqu'aux soins, jusqu'à l'accompagnement psychologique renforcé. Enfin voilà, donc beaucoup, on n'est pas compétent sur tout. Donc, et pour être en capacité de soutenir les jeunes dans leurs envies, dans leurs projets, dans leurs difficultés, ben, il faut pouvoir passer le relais, mais passer le relais de façon humaine. Et pour ça aussi, les coopérations et les partenariats sont essentiels. Alors, comment la coopération avec les autres acteurs permet de faire face à ce contexte, à ces enjeux? Vous avez un socle de partenaires quels sont les partenaires directs avec lesquels vous collaborez en ce moment? À l'échelle régionale, oui, à l'échelle régionale. Après, on va à Émilie avec son parcours. Donc, nous, on a différents champs de partenariat. Alors, il y a le partenariat qui nous permet d'accompagner les territoires à diversifier, à développer l'offre de logement pour les jeunes. Donc là, on a des liens avec les bailleurs sociaux, avec les collectivités territoriales, avec les services de l'État, avec les CAF, avec les conseils départementaux. Donc ça, c'est dans cet objectif de déployer l'offre, une offre adaptée aux besoins des jeunes, donc une offre souple, une offre peu coûteuse, une offre pour autant de qualité. Donc voilà, ça c'est un des axes et un des champs dans lesquels on a obligation de s'associer à d'autres acteurs. Et puis il y a dans ce qui est le projet Habitat Jeune, dans sa vocation à accompagner les jeunes vers leur émancipation, comme je le disais, et là ce sont des liens avec d'autres acteurs de la jeunesse. J'ai parlé des PAEJ, de l'information jeunesse. On est en train de commencer à apprendre à se connaître avec le réseau des missions locales également. Donc et puis on est membre je l'évoquais tout à l'heure, du trajet. Donc on tisse aussi des liens forts avec les autres acteurs de l'éducation populaire, avec qui par exemple on va organiser le Parlement libre des jeunes. Et puis les autres acteurs de la jeunesse, voilà, on est regroupés dans le cadre du chantier logement, justement du plan de mobilisation pour les jeunesses, avec l'organisation d'un temps fort annuel pour continuer à mieux se connaître et puis à mettre en place des projets. Il y a déjà des conventions, j'imagine, départementales et régionales. Alors, il y a aussi des conventions à l'échelle nationale. Les conventions, oui, à l'échelle régionale, là, c'est signé avec le réseau des PAEJ. On y travaille avec le réseau d'information jeunesse. Mais voilà, encore une fois, ça se fait malheureusement
à côté d'autres de nos actions en réseau. Et voilà, il faut avoir la volonté de le faire, mais c'est quand même long de construire une convention et d'aller jusque-là. Mais c'est vraiment important. C'est important de démontrer qu'on a de l'intérêt et qu'on a pris ce temps de s'organiser pour construire ces liens. Alors, on va y revenir. Je vous propose de passer on va dire sur le terrain, sur le concret, avec vous, Émilie. Donc, je vous rappelle que vous êtes responsable de la résidence Le Colibri située à Rennes, membre du réseau des amitiés sociales. Donc, vous êtes membre de l'association depuis une quinzaine d'années, c'est bien ça? Oui, moi je travaille dans l'association depuis à peu près une quinzaine d'années, effectivement. Ouais, pour rappeler que les amitiés sociales existent depuis un bon nombre d'années, 80 ans. Un peu plus, ouais, de 80 ans. Ouais. C'est la référence, l'association qui a vu sortir de terre et développer les foyers de jeunes femmes. Oui, en tout cas, c'est l'une des premières qui a œuvré et mis en place les premiers foyers de jeunes travailleurs. Alors, justement, on parle de Rennes. Vous êtes implantée Plaine de Beau, à Rennes. Ouais. Juste pour avoir peut-être une vision un petit peu de comment on s'est structuré, maillé sur le territoire. Au niveau des amitiés sociales. Au niveau des amitiés sociales, sur Rennes et sa périphérie, quelques chiffres significatifs. Ouais. Donc, les amitiés sociales, elles gèrent à peu près maintenant 740 logements sur Rennes et sa périphérie. Elle est essentiellement, donc sur Rennes, on a 5 grosses résidences qui sont assez bien réparties sur l'ensemble de la métropole. On va avoir une résidence, donc la mienne, qui se trouve au niveau du quartier Beauchardonnay, qui est pour le coup la plus récente, une qui se trouve au niveau de la Pérouse, une qui est tout près d'ici, sur le quartier de Patton. Une qui se trouve au niveau du canal Saint-Martin et une autre qui est située au niveau du quartier pour l'évêque, près des Horizons. Voilà. Et puis ensuite, on a des petites résidences et quelques logements diffus sur les communes de Champy, Donloup, Noyal-Châtillon, la Chapelle des Fougerets et Guichet. Merci pour ce panorama. On va en venir à la résidence que vous pilotez. Donc, c'est une résidence assez récente. Oui. Elle est sortie, voilà, on a eu la livraison en 2020. Donc, les résidences sont rentrées, les premières résidences sont arrivées en février 2020. Une période qui a... Alors après, on allait rentrer dans un processus. Donc, Plaine de Beau, est-ce que cette résidence elle a des caractéristiques spécifiques au-delà de l'ADN, j'ai bien entendu, mixité et collectif, hein. Des caractéristiques spécifiques par rapport Sur l'ancrage, du territoire, le positionnement peut-être. pas particulièrement. Elle est arrivée sur une zone en pleine. Alors, elle est arrivée, oui, sur une zone en pleine construction, effectivement, et qui est toujours en cours. Toujours en cours, et il y a plusieurs tranches en fait de construction. Donc, c'est vrai qu'elle est arrivée, elle, assez tôt finalement dans ses premières tranches de construction, et avec peu de commerce, enfin même pas de commerce quand on est arrivé, avec peu de services. Et il y avait quand même pas mal de choses à construire au niveau du quartier, au niveau des liens avec des personnes qui étaient présentes sur le quartier. Il y avait quelques acteurs quand même culturels déjà qui étaient présents, comme les laboratoires qui est juste à côté. Et puis, il y a aussi Radio Caroline. Enfin, il y a plusieurs acteurs qui quand même étaient là depuis longtemps, en dehors des nouveaux bâtiments. Donc, vous accueillez combien de jeunes? On a 134 logements sur la résidence et on peut arriver jusqu'à 140 jeunes puisqu'on a quelques T2, donc des logements qui sont plutôt réservés. Donc, c'est une tour. C'est une tour de 9 étages. 9 étages avec un 6e étage qui a une grande salle collective. Donc là où on a une grande terrasse, un coin télé, un billard, une salle de sport aussi. En tout cas, on a aménagé avec les jeunes avec des équipements sportifs, hein, c'était à leur demande. On a au 2e étage une cuisine pédagogique avec elle aussi une terrasse. Donc c'est un très très bel équipement pour le et puis, on a au 1er étage des bureaux et au rez-de-chaussée de la résidence, un hall d'accueil qu'on a aussi aménagé de façon à ce qu'on en fasse un espace assez convivial pour aussi créer du collectif dans cet espace-là. Est-ce que vous avez été associé à la conception du bâtiment dans sa fonctionnalité? Alors, ça remonte à longtemps, mais oui, j'y étais au début dans les réalisations des plans.
Il y a eu pas mal de discussions effectivement autour des aménagements et notamment du dispatch un peu des espaces collectifs, parce qu'on est plutôt habitué à avoir des espaces collectifs qui sont quand même en rez-de-chaussée de bâtiments et proches des bureaux des professionnels, qui permet quand même une plus grande interactivité entre les personnes et puis un peu plus de fluidité. Là, c'est quand même un bâti qui est pas si simple que ça pour faire vivre un collectif, puisqu'on a des parties collectives qui sont un peu éparpillées à différents endroits, et c'est vrai que ça demande une créativité de la part des travailleurs sociaux qui est quand même assez importante, je pense. Ouais. Donc, par rapport à la coopération, au partenariat, qui est notre sujet, au sein même de votre structure, de l'ADN même, de votre mode de fonctionnement, pareil, les partenaires avec qui vous êtes en étroite collaboration, quels sont-ils pour faire fonctionner et en lien avec les équipes? Je vais revenir sur les partenaires institutionnels et financeurs qu'a cité Karine tout à l'heure. Nous, on va travailler. Alors, je vais un peu séparer, on va dire, les partenaires, parce qu'on a les acteurs qui font partie du quartier et avec qui on essaye d'établir vraiment des liens et d'ouvrir au maximum la résidence pour créer des nouvelles choses aussi avec les résidents, permettre un ancrage au quartier, permettre davantage de faire connaître ce que c'est qu'une résidence habitat jeune, et de créer aussi d'autres formes de coopération qui ne dépendraient pas forcément des professionnels pour le coup, mais qui s'appuieraient un peu sur des socles plutôt de solidarité et de citoyenneté, mais qu'on va trouver voilà, dans le quartier. Et puis, donc là, ça va être l'association de quartier, par exemple, qui, elle, est en place depuis quelques années, je ne pourrais pas dire quand, mais en tout cas, elle s'est mise en place assez vite, finalement, après les premières arrivées. Donc 2018, 2017. Les premières arrivées, oui, je dirais que c'est 2016-2017, quoi, à peu près. J'y étais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est à peu près ça. Et ça s'est développé après sur d'autres choses, d'autres acteurs? Oui, parce qu'il y a aussi un petit marché à côté qui s'appelle la Garde Partie, avec qui on a créé des liens, notamment avec un maraîcher, puisqu'on a travaillé sur un projet local, en fait. Moi, j'avais accueilli une stagiaire qui était sur un profil de chargé de développement local et solidaire, de projet local et solidaire. Et on a essayé de chercher quel était le commun avec le quartier ou qu'est-ce qui était complémentaire. Et à ce moment-là, il se posait vraiment la problématique pas de commerce. Exactement. Voilà. Il y avait ce petit marché, mais qui pour nous n'était pas tout à fait adapté à nos résidents. On est voilà, sur des gammes de prix un petit peu plus élevées. Et puis, c'est pas forcément non plus traditionnellement, on va dire, les habitudes de consommation de nos résidents. Donc, du coup, vous avez travaillé ensemble sur ce voilà, on s'est penché avec les résidents sur comment on pourrait travailler ensemble. On a réalisé une espèce de cocktail aussi où ils sont venus, et là il y a eu des propositions de fait qui n'ont pas abouti, mais néanmoins on a quand même réussi à créer quelque chose avec quelques habitants qui sont venus. Nous on ouvre aussi à l'association de quartier pour qu'elle puisse faire ses conseils d'administration, son assemblée générale, et puis en ce moment elle fait régulièrement des réunions parce qu'on travaille sur un projet de quartier. Ça s'appelle la parade nautique, et du coup pour pouvoir associer aussi des résidents, on leur a proposé de faire ça dans le hall aussi pour que ce soit visible et que ce soit plus facile. Côté du matériel aussi. Ouais, la librairie, effectivement, la librairie de quartier. Oui, on s'entraide, quoi. J'essaie en tout cas de développer ces liens-là parce que ça me semble important aussi. Dans l'ADN, de se connaître, de faire des choses. Et puis de nos valeurs, quoi. Enfin, voilà, c'est clairement effectivement du voisinage aussi, et puis parce qu'on a envie de transmettre aussi aux résidents pour leur vie future aussi, quand ils seront chez eux à plus long terme, puisque chez nous ils restent là bien longtemps. Ouais. Donc là, c'est vers l'extérieur. Là, c'est vers l'extérieur. Et puis après, effectivement, on va travailler aussi avec d'autres acteurs du champ social et médico-social. Et là, quand même essentiellement avec des associations qui travaillent sur la protection de l'enfance ou la protection des jeunes majeurs, avec qui on va avoir un partenariat étroit, puisqu'ils peuvent être réservataires de certains logements. Donc ils vont, eux, mener l'accompagnement global des résidents qu'on accueille dans ces logements-là. Et nous, on va vraiment travailler sur l'inclusion dans le collectif et avec effectivement pour le coup, nous, on a notre expertise et spécificité des logements. Et puis, on va travailler l'après, comment on peut aussi sortir du logement réservataire et investir un logement équité classique, et comment la passerelle se fait aussi avec les professionnels
On va avoir aussi d'autres associations qui vont travailler aussi avec des jeunes sortant de la rue ou alors des jeunes en parcours d'immigration. Sur les passerelles existantes et celles qui n'existent pas, il Ouais. y a des trous dans la raquette, j'ai envie de dire. Ouais, il y a des trous dans la raquette. Qui ne sont pas sans conséquence. Non, qui ne sont pas sans conséquence par rapport notamment à la tension du logement sur le territoire. On a, comme le disait Karine, des durées de séjour qui s'allongent énormément, avec des jeunes aussi qui se stabilisent de moins en moins vite. Et donc, du coup, tout ça va de pair. On a donc des jeunes qui restent de plus en plus longtemps et parfois avec aussi des problématiques qui vont être, et là, Karine t'en a parlé, mais les problématiques du soin, on y est de plus en plus confrontés. Les troubles du comportement, enfin, on a quand même pas mal de choses sur lesquelles, là, on manque énormément de relais. On travaille avec l'équipe mobile de Rennes qui vient chez nous, mais nous, on a besoin de relais en termes de logement, parce qu'à un moment donné, de toute façon, on peut avoir des personnes qui peuvent rester là avec leur pathologie, et nous, on n'est pas du tout adaptés en termes d'accompagnement. Non, on ne peut pas. Puis moi, je rappelle quand même qu'on est à 2 intervenants socio-éducatifs ils ont un, et on est à 1 pour 70. Donc, on ne peut pas mener un accompagnement global pour chacun de nos résidents. Donc, la mixité, elle est importante, puisqu'il faut effectivement que ça puisse se faire simplement. Et puis, il faut qu'on ait des coordinations de parcours, en tout cas, sur la question du soin. Et notamment sur la question de la santé mentale, là, on est vraiment... Et puis aussi, sur des situations de jeunes qui vont être vraiment dans des parcours d'insertion difficiles avec des périodes d'échec qui reprennent, qui sont à nouveau en période d'échec, donc ont du mal à trouver une stabilité. Il y a le nerf de la guerre, ça reste quand même à un moment donné les ressources pour accéder à un logement. Et quand ça, c'est pas là, c'est des jeunes qui peuvent rester très longtemps. Oui, ça, et puis vous m'avez évoqué un autre point, c'est d'accepter un travail, une formation qui ne soit pas forcément en adéquation avec leurs envies. Et parce que ils gagnent en autonomie financière, mais le projet ne peut pas être du tout être adéquat et à être sur du long terme. Donc, et puis c'est aussi les difficultés qu'on peut avoir. Je pense on peut faire ce constat commun avec d'ailleurs les associations qui travaillent avec les jeunes majeurs, qui vont aussi, pour pouvoir s'émanciper à un moment donné et sortir de ces dispositifs, accepter aussi d'aller vers des champs professionnels qui ne sont pas forcément des premiers choix. Et puis, il y a un moment donné où ça va pas se suivre, ça va pas fonctionner. Et du coup, pour le coup, nous, on est un petit peu la dernière roue du carrosse, j'ai envie de dire. Et quand ils sont chez nous et qu'il n'y a plus d'accompagnement derrière et qu'on est là et qu'il y a vraiment des difficultés d'insertion professionnelle, là, ça devient compliqué. Ouais. Et on a même évoqué ensemble le fait que malheureusement, parfois, des points de rupture nets et francs pourraient faire en sorte de mieux faire avancer plus vite quelque chose que de rester dans un système qui se mord un petit peu la queue. Parce que, en fait, c'est pas tant. Ce qui pourrait être malheureux, c'est qu'on pourrait se dire qu'à un moment donné, quand on souhaite effectivement, on peut des fois se rendre compte que l'orientation des jeunes qu'on peut avoir en FJT, en résidence habitat jeune, n'est pas forcément la bonne, que ça va être des jeunes qui auraient besoin d'un accompagnement plus renforcé, qui auraient peut-être besoin de passer par un CHRS ou autre. Et là, bien avec toute la question de l'hébergement d'urgence et le fait que ce soit complètement saturé, il va falloir passer par une demande, par des choses, par tout un système qui fait que, étant donné qu'ils sont logés, on ne va pas y arriver. Donc, il faudrait qu'ils passent par un parcours, il faudrait qu'ils soient d'abord dans une rupture, un parcours de rue, pour pouvoir accéder à un hébergement, du moins, qui va leur proposer un accompagnement qui sera plus adapté à leurs besoins. Et c'est là, effectivement, où la coopération, elle serait nécessaire, elle est primordiale pour casser justement ces logiques-là qui nous amènent nécessairement à des ruptures, en fait. Donc là, des coopérations qui pourraient être de quel ordre et avec quel partenaire concrètement? Des passerelles, des vraies passerelles, quoi. C'est-à-dire donc là de la vraie connaissance avec les autres structures, et puis de pouvoir créer des passerelles, j'ai envie de dire un peu en direct, c'est-à-dire de pouvoir être en contact direct avec les autres structures, pour pouvoir dire bon, là voilà, on a telle situation, comment on travaille ensemble pour pouvoir aménager les choses pour que ce jeune-là bénéficie de l'accompagnement dont il a besoin. Karine, lorsque vous entendez ça, votre action en tête de réseau, tête de pont régional, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte de sensibiliser, de faire remonter tout ça? Je pense que les acteurs en sont conscients aussi. Oui, c'est ce que j'évoquais en introduction. Notre mission, elle est bien là,
de à la fois mettre en avant comment notre réseau peut avoir un rôle dans l'accompagnement, des réflexions sur les questions de jeunesse, sur les questions de logement des jeunes. Et puis de dire, voilà, aujourd'hui, quelles sont les réalités de ce que vivent les jeunes. Malheureusement, on est plutôt en train de tirer la sonnette d'alarme là, parce que ça va de moins en moins bien quand même, et de se dire que il faut de plus en plus accompagner, faciliter, rendre possible justement ces coopérations et essayer de résister à la tendance actuelle qui continue de cloisonner, de diviser, de segmenter, voilà, par enveloppe, par direction, par entrée politique, par budget, enfin bon, donc avoir une vision transversale. Voilà, avoir une vision transversale, et c'est pas que là, une fois qu'on a la vision, c'est qu'on se donne les moyens d'eux et qu'on, voilà, c'est pour les jeunes forcément prioritaire, leur parcours, ils sont de plus en plus morcelés, de plus en plus complexes. Pour tous ceux qui n'ont pas de soutien familial, dont la famille ne peut pas être réellement une ressource, mais voilà, il faut qu'ils puissent compter sur les acteurs du territoire. On a de la compétence, et il manque souvent ces temps et ces espaces pour coopérer, et puis cette capacité à déborder des cadres, des dispositifs, et de se dire, là, c'est pas grave pour cette personne-là, ça peut marcher comme ça, quoi. Donc voilà, il y avait un vieux rapport qui s'appelait Mettons pas les jeunes dans les cases. Ça date un peu, mais c'est toujours malheureusement d'actualité. Et il faut, nous, nos rôles en tant qu'union régionale ou nationale, c'est de continuer à le dire haut et fort, et de démontrer par la preuve en acte, on va dire, sur les territoires, que ce que ça produit quand on y arrive, quoi. Avec une responsabilité partagée, Tout à fait. de vouloir, de pouvoir et de... Oui, et c'est tout le sens du plan de mobilisation pour les jeunesses, c'est de se donner en tant qu'acteurs de jeunesse, à différents échelons, à l'échelle d'un territoire comme la Bretagne, de se donner des axes communs, et de trouver les moyens ensemble pour cheminer. Et ces webinaires sont là aussi pour... oui, le temps. Y a-t-il des questions, Lucie? Oui, bonjour, on a quelques questions. Quelle est la place pour les animaux dans les logements, justement, des animaux qui accompagnent les jeunes que vous pouvez accompagner? Si vous pouvez revenir et puis peut-être préciser, Émilie, les partenaires, quels sont-ils pour faciliter le parcours logement des jeunes? Plus précisément. Et puis Karine, peut-être quelques précisions pour le prochain rendez-vous qui a été partagé dans le chat le 14 mai à Saint-Brieuc. Il y a besoin de quelques précisions pour inciter tout le monde à y aller. Alors, on commence par quoi? Alors, les animaux, ils ne sont pas autorisés, en tout cas là, nous, dans les résidences, puisqu'on a quand même un turnover important. Ça demande un entretien du bâti qui est quand même aussi extrêmement important. En tout cas, ça représente un chantier très important, la question de l'entretien de la maintenance et l'entretien de nos bâtis. Donc effectivement, c'est non pas qu'on trouve ça inintéressant et pas voilà, mais effectivement pour l'instant c'est pas, en tout cas c'est pas une réflexion qui est engagée. Néanmoins, on réfléchit de plus en plus à travailler d'autres modes aussi d'habitat, des offres qui soient justement adaptées un petit peu plus aux besoins singuliers des résidents qu'on accueille. Et donc cette question des animaux, elle n'est pas, on l'ignore pas, mais en tout cas aujourd'hui tel que nos résidences sont faites, ça semble un petit peu compliqué. Sur les parcours et les partenaires, les parcours du résident, si j'ai bien compris, et puis les partenaires. Alors, j'ai pas trop saisi ce qui était attendu dans la réponse sur les partenaires. Vous êtes finalement dans cette approche transverse et les divers accompagnements, que ce soit vous apporter le logement, mais pas que, sur l'insertion professionnelle, sur la santé. Oui, alors de toute façon, sur l'insertion professionnelle, on travaille beaucoup en lien avec la mission locale. Les jeunes, ils sont pas mal orientés par la mission locale, et donc accompagnés par la mission locale et les CCAS aussi pour les plus de 25. Après, on va travailler aussi avec les CEDAS, on va travailler donc avec
plusieurs services éducatifs. Sur la question du logement, nous, on travaille en lien avec le service habitat social, mais surtout pour suivre où en sont les demandes des résidents. Oui, parce qu'il y a un délai d'attente. Il y a un délai d'attente qui dépasse les 3 ans. Donc voilà, après, on va aussi se saisir de tout ce qu'on peut. Hein. Ça peut être aussi d'orienter vers des maisons relais, ça peut être voilà, sur des foyers aussi logement pour les personnes en situation de handicap qui peuvent travailler en ESAT, par exemple. Et avec la CAF par rapport au montant des redevances, non pas des loyers, mais des redevances, il y a... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne voulais pas forcément revenir sur les partenaires, mais effectivement, là, la CAF, on est conventionné par la CAF, et donc les montants de l'aide pour le logement est majoré dans les résidences habitat jeunes. Si je dois donner un exemple, par exemple, de la résidence où on a les chambres, les plus petites chambres de 11 mètres carrés, avec un jeune qui aurait le maximum d'APL, et à la fin, sa redevance sera de 40 € par mois. Il y avait une autre question concernant un événement, le 14 mai, qui est passé sur le chat via les informations. Donc le 14 mai, c'est la 2e édition d'une journée régionale dédiée au logement des jeunes, qui est organisée par plusieurs acteurs du chantier logement, donc un des 16 chantiers du plan de mobilisation pour les jeunesses. C'est le résultat de plusieurs années de réflexion et de travaux de ce groupe qui nous ont amenés à nous dire que il reste beaucoup de travail à faire et beaucoup de temps à prendre pour continuer à mieux se connaître, et que ça a vraiment de l'intérêt, et qu'aujourd'hui les parcours logement des jeunes, pour qu'ils soient plus faciles et qu'il y ait plus d'offres adaptées à leurs besoins, il faut absolument qu'on soit plusieurs acteurs à chaque fois autour de la table pour réussir à construire des projets adaptés. Donc voilà, une journée annuelle, un temps fort pour réunir à la fois les acteurs de la jeunesse, les acteurs du logement, les techniciens, les élus. On l'espère, un petit peu de jeunes cette année, mais la marge de progrès de ce côté est encore importante. Une journée qui va permettre de réunir une douzaine de structures ressources dans un format forum visant à faciliter là aussi la rencontre et les échanges. Un temps d'apport un peu plus, on va dire, théorique, avec une géographe nantaise qui va venir nous parler des notions d'habitat et puis de logement, en faisant un focus bien évidemment sur l'accès aux jeunes, des jeunes au logement, pardon. Une table ronde qui va nous permettre de nous redire pourquoi c'est utile d'aller comprendre quels sont les besoins, d'aller observer les situations avant de monter des projets. Et puis des partages d'expériences, de coopération justement, qui ont été nécessaires et pertinentes pour trouver des solutions, monter des nouveaux projets, tenter des expérimentations pour là aussi répondre aux besoins des jeunes avec un ancrage local. Donc là, ça a lieu où? Alors, ce sera à Ploufragan. Et donc, l'invitation circule pas mal, mais n'hésitez pas à la renvoyer, à la faire circuler dans vos propres réseaux. On est déjà, on se disait ce matin, je crois, plus de 115 inscrits, quelque chose comme ça. On peut aller jusqu'à 150, donc allez-y, il est encore temps, mais inscrivez-vous, c'est un moment important de se dire aussi que quand on parle de logement des jeunes, on ne parle pas que de la question du logement pour les étudiants, mais que les jeunes sont bien une catégorie de population qui englobe de très nombreux statuts et de très nombreuses situations différentes. Voilà, donc on espère vous y retrouver. Donc, on a dressé à un moment un tableau un peu sombre. Ça, c'est une belle opportunité de se réjouir. Oui, il y a des choses de possibles, et oui, on peut y aller. Oui, il y a des choses de possibles. Et puis, j'ai évoqué effectivement les chiffres un peu alertes de notre réseau, mais j'aurais pu aussi évoquer les chiffres qui nous disent que les jeunes, après le passage en résidence et l'accompagnement avec les équipes de notre réseau, sont plus nombreux à accéder à un logement autonome que quand ils arrivent, en fait. Donc, il y a un intérêt et une incidence à cet accompagnement et à cette ouverture au territoire et aux autres acteurs. Et puis, encore une fois, là, on a présenté le modèle assez classique,
des résidences Habitat Jeune, anciennement FJT, mais notre réseau réfléchit à des formats de type colocation, de type habitat solidaire. Enfin voilà, on est aussi prêt à partager cette expertise de l'accompagnement des parcours logement et plus largement des jeunes avec les acteurs du territoire. Tous les partenaires ou potentiels partenaires, en tout cas tous les acteurs jeunesse qui vous regardent là actuellement, un message peut-être important, essentiel pour favoriser, pour venir à vous, pour provoquer un aller vers, développer tout ça? Moi, je dirais oui, continuer à mettre en œuvre justement au moins un minimum partenariat, voire la coopération, hein, aller jusqu'à faire des choses ensemble et résister à cette tendance à l'individualisme, on va dire ça comme ça, et au repli sur soi, à la compétition, à la mise en concurrence. Donc voilà, nous, on s'appuie sur le collectif. Il est important pour les jeunes, pour les équipes, pour les acteurs jeunesse. C'est vraiment voilà, cette approche globale qu'il faut continuer de défendre et de porter, je pense. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir apporté toutes ces informations et cet éclairage. Nous arrivons déjà à la fin de ce café coop jeunesse. Alors, si vous avez apprécié la formule, même leitmotiv que la dernière fois, n'hésitez pas à revenir à parler de ce webinaire dans vos réseaux et surtout à venir nous rejoindre le mois prochain. Le mois prochain, il sera question des centres sociaux et nous aurons notamment avec nous un représentant de la Fédération des centres sociaux. Merci beaucoup de votre attention. Excellente journée et à très bientôt.